Bonjour et bienvenue au podcast de la Fondation Modus, le podcast qui interviewe les acteurs et les actrices du Grand Genève pour mieux comprendre comment décarboner le secteur de la mobilité à l'horizon 2050, mais aussi pour réimaginer à quoi cette mobilité pourrait ressembler. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les TPG ou Transports Publics Genevois, qui sont un acteur incontournable de la mobilité à Genève. Ils sont aussi au centre d'un réseau de partenaires stratégiques qui favorise la mobilité douce et bas carbone. Ensemble, nous allons présenter les activités des TPG, parler de certaines initiatives telles que le CAP 2030 ou EvoMove, mais aussi comprendre comment les TPG s'insèrent dans un écosystème d'acteurs de la mobilité à Genève. Pour nous parler de ces sujets, j'ai le plaisir de discuter avec Marc Defalque, directeur marketing, vente et communication des TPG. Bonjour Marc Defalque. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps. Je pense que toute personne qui habite dans le coin connaisse très bien les TPG, le logo des TPG, ont emprunté les TPG. Peut-être qu'il serait intéressant de donner quelques chiffres. J'ai noté quelques chiffres en regardant votre site internet, qui est au fait votre activité principale, transporter des usagers et usagères à Genève. J'ai noté en 2023, plus de 200 millions de personnes ont été déplacées. Oui, c'est exact. En fait, on ne les appelle pas usagers, on les appelle clients depuis quelques années pour souligner une des valeurs importantes de l'entreprise qui est notre orientation client. Donc une notion un peu plus, moins service public peut-être, mais plus orientée satisfaction des clients que nous avons dans le Grand Genève. Et si on continue dans ces statistiques, il y avait le 30 novembre 2023, il y a plus de 860 000 voyages qui ont été effectués en une seule journée et il y a des pics de fréquentation journalière de entre 60 et 80 000 montées par heure. Donc on voit quand même que c'est beaucoup de monde qui est brassé à l'intérieur de vos véhicules. Oui, alors effectivement, c'est l'avantage d'un transport public, c'est que c'est la principale alternative de mobilité de masse par rapport au transport individuel motorisé. Donc ça nous donne une position très importante pour pouvoir assurer finalement une grande partie de la mobilité à Genève. Sans nos efforts au quotidien, sans les efforts de nos conducteurs et de notre personnel d'une manière générale. Déjà que Genève est extrêmement congestionnée, fait partie, je crois, des villes les plus congestionnées d'Europe. Sans ça, ce serait difficile de se déplacer à Genève, oui. Et même, enfin, on peut s'imaginer quand on regarde les 860 000 personnes où voyagent en une seule journée. Le canton de Genève, c'est un demi-million d'habitants. C'est comme si on a eu un canton entier qui a été déplacé un aller et un retour, quoi. Enfin, c'est des journées, enfin des journées en anglais, donc des parcours. Effectivement, ça représente peut-être un facteur 3 par rapport au nombre de déplacements. Mais effectivement, les gens se déplacent volontiers, surtout dans ces périodes de mois de novembre, qui sont intenses en termes de shopping en particulier, avec les transports publics en fait. Et cette fréquentation a l'air d'aller en hausse. Il y a eu évidemment l'épisode Covid qui a bouleversé partout la mobilité, mais ça reste quelque chose. Quand on regarde vos statistiques annuelles, ça a l'air de continuer après 2019. On remonte et je ne connais pas les chiffres pour 2024, mais j'imagine que ceux-ci vont être, comme 2023, un peu en hausse. Oui, alors effectivement, le Covid était une parenthèse qu'il faut rapidement oublier en termes de fréquentation. Encore que, on a bien pu limiter les dégâts parce qu'on avait une stratégie centrée sur l'abonnement annuel. Donc, ce qui nous a permis quand même, on va dire, de garder le contact avec nos clients. Donc, c'était très favorable. Mais nos efforts, en réalité, d'après la mission que nous a conférée notre conseil d'administration, c'est à la fois d'avoir plus de clients, mais aussi d'avoir et de faire en sorte qu'il y ait plus de fréquentation finalement dans un esprit totalement de service public pour rendre service à la collectivité en décongestionnant ou en tentant d'aider à la décongestion du canton de Genève. Oui. Mais évidemment, c'est des bonnes nouvelles, avoir une hausse de fréquentation, mais évidemment, quand on pense plus de personnes pour la même infrastructure, bah voilà, est-ce qu'on a besoin de plus de personnes, plus de conducteurs, conductrices, de plus de réseaux, c'est des nouvelles lignes. Cette hausse de fréquentation, est-ce que vous avez une idée à quoi elle est due ? D'une part aux efforts marketing et communication évidemment, où finalement c'est un effort important de gérer la demande, respectivement de la stimuler.
et de déplacer les gens du transport individuel motorisé au transport public, et ça fonctionne. D'un autre côté, c'est un peu la rançon du succès de Genève. Genève est comment est-ce qu'on appelle ça ? Une ville extrêmement attractive, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour vivre. Et cette croissance de la population ou des actifs qui vont s'y rendre pour travailler est spectaculaire. C'est une position extrêmement privilégiée, mais qu'il faut continuer à développer, parce que ce bénéfice économique, il est gigantesque pour les habitants. Et donc, dans cette vision-là, en fait, nous, on pense contribuer fortement à l'attractivité de Genève. Et dans les classements, d'ailleurs, des grandes villes, la mobilité représente généralement comme facteur de critère 25%. Hein, donc, c'est énorme. Hein. Et depuis des années, Genève est 6e, 7e dans les grands classements, juste devant ou juste derrière Zurich, ça dépend des années. Donc, on est extrêmement bien placé et donc on doit continuer. Par contre, le vrai défi, c'est cette croissance de la population, respectivement des actifs, va continuer. Et les projections, c'est qu'on serait 30% de plus en 2050, ce qui est quand même gigantesque, mais c'est un défi positif. Oui. Si vous repensez à toutes les régions en Europe qui sont en décroissance démographique et qui vont s'appauvrir, je pense que là, on est plutôt face à un défi extraordinaire, certes, mais toujours très positif. Vous, quand vous écoutez ce chiffre on va devoir éventuellement servir plus de 30% de clients dans les 25 prochaines années, peut-être encore plus, parce qu'au final, on veut décarboner, donc encore plus prendre des personnes motorisées vers les transports publics. Vous pensez comment à ce défi ? Alors, d'une part, j'aimerais revenir sur un aspect qui me semble important, parce que vous l'avez souligné, mais j'aimerais bien que le défi soit compris. Effectivement, il y a la croissance de la population et des actifs, voilà, mais effectivement aussi les efforts qu'on veut faire pour passer d'un mode à l'autre, donc ça va se cumuler. Donc le défi est quand même important. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que le canton, le DSM, avec lequel nous avons négocié un nouveau contrat de prestation, nous donne les moyens pour accroître notre réseau de plus de 20% dans les 5 prochaines années. Donc là, il y a un effort qui est extrême et qui est aussi un défi pour l'entreprise de gérer cette croissance en termes de moyens humains, recrutement de collaborateurs, en termes de moyens matériels, nouveaux bus, nouveaux trams électrifiés. Donc là, il y a beaucoup de défis. Puis en même temps aussi, il faudra faire en sorte que les gens viennent effectivement dans cette infrastructure. Oui. Donc là aussi, des défis pour faire cette transition aussi au niveau des clients potentiels, parce que c'est pas parce qu'on met une offre qu'elle est automatiquement utilisée. Donc là, il y a un gros effort au quotidien pour faire ce genre de transition. Et les 20% que vous dites, c'est quoi ? C'est des kilomètres ajoutés de lignes ou c'est quoi ces 20% ? C'est ça, essentiellement, oui. D'accord, oui. Mais il y a des questions de fréquentation plus denses. Enfin, c'est pas que s'étendre, mais il y a aussi d'autres modalités qui seraient intéressantes. Ce serait quoi ces autres détails auxquels on doit réfléchir ? Bon, il y a une intensification, on va dire, du réseau sous l'angle. Et il va y avoir plus de véhicules qui vont passer à des intervalles plus courts à travers certaines zones. C'est évident, puisque finalement, on a un réseau qui, on va dire, est en étoile. Rabat essentiellement centre, périphérie. Donc les parties tangentielles sont encore à développer, on va dire ça comme ça. Mais ça correspond aussi à l'organisation de la ville, elle est comme ça. Les centres d'intérêt sont au centre-ville, donc c'est normal que tout le monde veuille y converger. Et donc ça pose d'autres questions après d'aménagement du territoire, ça c'est évident, mais ça c'est pas de notre ressort. Par contre, là cette intensification, eh bien elle a ses limites. C'est-à-dire que si on fait passer un tram dans un certain secteur tous les 4-5 minutes, ça sera difficile de le faire passer toutes les 3 minutes, voire impossible. Donc là, il y a vraiment, on va atteindre certaines limites
par rapport à la manière dont ce réseau aujourd'hui est construit. Oui, physiquement, comme vous dites, au bout d'un moment, oui, pardon. Et en corollaire, ce qu'il y a d'intéressant, vous avez parlé de la croissance du réseau. Bon, bien sûr, il va aller chercher de plus en plus des gens en périphérie. Mais la densité de transport joue un rôle. Si vous avez un bus toutes les heures, la probabilité que vous considériez cette offre-là est plus faible que si vous l'avez tous les quarts d'heure. Bien sûr. Donc là aussi, l'offre doit être synchronisée aussi avec la demande potentielle. Oui. On va en revenir plus tard, évidemment, cette question d'aménagement de territoire, surtout pour des nouveaux quartiers, pour des endroits d'expansion. C'est quelque chose à orchestrer. Évidemment, c'est pas les TPG dans leur coin qui peuvent faire quelque chose. Vous êtes aussi tributaire de plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est en effet à caler dans les calendriers, dans les plannings. Voilà, c'est pas une mince affaire. On a parlé évidemment du caractère transfrontalier de Genève qui fait que vous dépassez de temps en temps les limites de la ville et du canton. Donc comment vous collaborez avec ce qui sort du canton ? Alors nous avons depuis très longtemps un système aussi où nous sous-traitons un ensemble de lignes à des entreprises privées. Et en l'occurrence, beaucoup des lignes transfrontalières sont sous-traitées. Mais ces lignes transfrontalières font l'objet d'appels d'offres et nous répondons à ces appels d'offres avec les sous-traitants concernés. La question des coûts est en particulier aussi une grosse préoccupation de l'autre côté de la frontière. Parce que le réseau est beaucoup moins dense et forcément le nombre de personnes transportées aussi, et donc en conséquence évidemment le regard sur combien ça coûte et qu'est-ce que ça génère comme transport, c'est une préoccupation importante. Ça l'est aussi chez nous, hein, dans la partie purement TPG évidemment, mais là c'est de manière un peu plus marquée. Mais ceci dit, c'est quelque chose de graduel en fait. Il y a de plus en plus de monde qui vient s'installer aux frontières de Genève pour pouvoir y travailler. Donc, il y a de plus en plus de personnes à transporter. Puis en plus, on voudrait qu'il y ait de plus en plus de monde dans ce bassin de population qui se déplace en transport public. Et les parts modales sont quand même relativement différentes entre la France voisine et la Suisse. Et donc, on doit faire améliorer l'offre, bien sûr, mais aussi améliorer la gestion de la demande. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. C'est graduel, mais ça fonctionne bien. Là, je pense qu'avec aussi l'extension du réseau de tram dans certaines régions françaises à la frontière, vont amener aussi un report modal relativement conséquent, et on l'a vu en masse avec le tram 17, respectivement avec le Léman Express. C'est un succès phénoménal, inespéré. Ouais. Donc ça fonctionne. Ce transfert va se faire. C'est juste une question de temps et justement de moyens pour que ça se réalise. C'est en effet un peu une question de poule et d'œuf. On ne sait pas ce qui vient avant. Le Léman Express aussi, tout le monde voulait que ça fonctionne, mais ça a bien fonctionné. Ça aurait pu aussi aller dans l'autre sens et puis tout plomber un peu l'ambiance, et du coup, vu que ça fonctionne pas, on n'investit pas. Enfin. Je dois dire que cette expérience-là était extrêmement motivante, et au TPG, on l'a prise, cette expérience, à bras-le-corps, donc en anticipation. On a fait en sorte que le Léman Express et le réseau TPG fonctionnent extrêmement bien ensemble, et c'était une demande du canton aussi, mais que ça soit très bien synchronisé, pas seulement sur la partie, on va dire, déplacement en soi-même, mais aussi sur la partie information voyageurs ou la partie billettique, qui joue des rôles non négligeables. Hein. Si vous savez pas quel type de transport prendre, vous prenez pas, ou si vous prenez pas le transport public. Donc là, il y a quand même beaucoup d'efforts aussi accessoires, mais qui ont une importance considérable sur le fait que le transport public soit adopté ou pas. Donc là, c'est un effort qui a été récompensé d'ailleurs par un prix international. Et donc, sur ce succès, on peut capitaliser, faire d'autres succès. Hein, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a un facteur de motivation, et cette excellence, elle est importante dans la mesure où elle est ressentie par le client.
Sur quoi je m'appuie pour dire ça? Il y a une enquête qui est pilotée par le canton qui s'appelle l'enquête BEST, qui est un benchmark avec des villes nordiques en matière de transport public, mais ce sont les mêmes villes qui sont les premières dans les classements de l'Union internationale des transports publics en matière de mobilité. Donc on se mesure avec le haut du panier, et Genève caracole en tête depuis des années. On est sur le podium le podium des trois depuis plus de 10 ans. Et je pense que là, les Genevois, ou respectivement les habitants, les travailleurs, peuvent vraiment bénéficier d'un vecteur de transport qui leur permet d'utiliser aussi leur temps de manière différente. En voiture, il vaut mieux pas lire les SMS ou respectivement ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ouais. Dans le transport public, vous pouvez. D'ailleurs, c'est un peu l'essence aussi des dernières campagnes de communication, c'est de mettre l'accent sur le temps gagné. Ouais. Même si parfois le trajet peut être un tout petit peu plus long, vous profitez de l'intégralité du trajet pour pouvoir faire autre chose. Il y a cette question de liberté ou de décharge mentale qu'on peut avoir dans les transports, mais il faut que ça semble facile, ou en tout cas pas une prise de tête quand on change. Donc vous avez la tarification du Léman Pass. Donc dans cette constellation, je vois évidemment le Léman Express, les CFF, la SNCF, d'autres transports publics au niveau de la France, et même le dernier kilomètre qui peut être du vélo partagé ou autre. Comment ça se passe en pratique? Est-ce que vous vous retrouvez autour de la table, ces quatre grands acteurs, disons, de la mobilité? Alors on a un avantage en Suisse qui est considérable, c'est-à-dire qu'on a ce système de communauté tarifaire qui est pas la règle, ou pas du tout la règle dans d'autres pays voisins. Et c'est un système finalement qu'on nous envie parce que ça permet justement l'interconnexion plutôt facile en termes de billettique. Sur une application, vous pouvez prendre à la fois du Léman Pass, du Uniréseau, etc. Il y a vraiment aucun problème de ce côté-là, mais il faut pousser l'intégration encore plus loin. Dans le futur, il y a des projets au niveau de l'Alliance Suisse Pass, donc qui est l'organisme fêtier qui coordonne les transports publics, qui teste actuellement une nouvelle solution qui s'appelle MyRide, qui permet un déplacement calculé. C'est pas une collection de billets, c'est un déplacement calculé en fonction des kilomètres parcourus, pour faire grossièrement esquisser, et qui devrait faciliter le fait que je rentre dans un mode de transport à tel endroit et je sors 100 km plus loin et j'ai pas eu à me préoccuper finalement de quel billet j'ai utilisé, pour quelle heure, pour quel parcours, etc. Ce serait complètement automatisé comme vision. Et ça, je pense que ça montre la voie, c'est une voie très novatrice, qui a été déjà explorée par Fertic en particulier, mais qui repose sur un système un tout petit peu différent. Mais si on arrive à cette généralisation, ça va être pour la Suisse absolument exceptionnel. Après, justement, de l'autre côté de la frontière, alors la beauté du Léman Express, ça a permis le Léman Pass, et le Léman Pass fonctionne pratiquement sur le principe d'une communauté tarifaire suisse. Maintenant, si on voulait aller plus loin, il faudrait effectivement, du côté d'un pays comme la France, envisager de répliquer ce genre de modèle. Mais c'est pas si simple, évidemment, parce que les opérateurs fonctionnent dans des logiques assez différentes des nôtres sur ce plan-là. Et c'est un enjeu. Nous, on essaye d'influencer ça en allant, et c'est pour ça qu'on collabore beaucoup sur la zone transfrontalière, c'est pour réduire les barrières à l'entrée pour le client, pour qu'il puisse venir facilement sur notre réseau de transport public et qu'il ne vienne pas avec la voiture, parce que ça lui facilite la tâche. Aujourd'hui, on a collaboré par exemple avec Albus dans le cadre de la connexion avec Annecy ou Thonon et Saint-Gervais, qui sont des excellentes liaisons, mais la billettique est intégrée avec la nôtre. Ouais. J'étais dernièrement à Bruxelles où il y a l'option où on scanne juste notre carte bancaire. On ressort même dans une autre région et on rescanne notre carte bancaire. Bon, j'imagine qu'après, pour vous, l'attribution de quelle quantité a été faite pour quel transport, etc., c'est une autre part de gâteau. Oui, mais les instruments le permettent
D'accord, et pour nous, un des enjeux actuels, c'est justement de se doter de l'infrastructure informatique qu'il faut pour pouvoir non seulement gérer ce genre de situation à très grande échelle, pouvoir émettre, je sais pas, 1 million de factures s'il fallait par mois, pour répondre à l'arrivée justement de ces nouveaux genres de tarification, mais surtout aussi pour intégrer d'autres formes de mobilité dans cette facturation. Oui. Et après, jongler entre des propositions en abonnement ou des propositions, ce qu'on appelle pay-as-you-go, donc selon la consommation, et finalement permettre sur cette colonne vertébrale de venir intégrer d'autres formes de mobilité au fur et à mesure qu'elles se présentent. Oui, oui. Il y a un aspect, vous l'avez mentionné tout à l'heure, évidemment, en tant qu'acteur de la mobilité, vous cherchez non seulement à transporter des personnes, mais aussi à améliorer le cadre de vie et rendre Genève plus attractive, respirable, etc., etc. En quoi la mobilité peut permettre cela ? Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc il y a ce fameux classement des villes, les plus heureuses, entre guillemets, c'est pas les plus heureuses, mais où il fait bon vivre. J'ai pris un raccourci. Et donc, souvent, en premier, vous avez Vienne, etc., mais après, vous avez justement Zurich, Genève, alternativement en position 6. Et donc, si vous êtes dans une ville où il fait bon vivre, vous allez forcément en bénéficier. Et là, la partie mobilité qui pèse justement à peu près 25% de la pondération, elle joue un rôle massif. Alors bien sûr, c'est toutes les formes de mobilité confondues, mais on sait que la probabilité d'une forte satisfaction avec la congestion automobile est assez faible. Oui. Donc la compensation, c'est quand même le transport public, voire, et ça c'est un phénomène unique ou respectivement assez rare, Genève est une ville où on marche beaucoup. Oui. Et c'est tant mieux, c'est parfait. Je pense qu'il n'y a pas de mode de transport, enfin de mobilité plus vertueux que celui-là, à mon avis, que ça soit sur le plan de la santé ou même du plaisir de visiter une ville ou de vivre dans une ville. Ou de consommation énergétique. La consommation énergétique en plus est relativement contenue. Donc, il faut continuer à favoriser ce mode-là de mobilité, absolument. C'est important. Et je reprendrai de nouveau la partie santé, le fait qu'on va décarboniser notre flotte, donc passer à l'électrique, donc avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'émissions de particules, bien, ça va faire moins de gens malades. C'est aussi concret que ça. Parlons du coup de cette réduction, cette décarbonation. Il y a ce projet CAP 2030 des TPG. C'est quoi ? C'est une stratégie d'entreprise ? Comment on peut définir ça ? C'est une stratégie d'entreprise qui se base sur 4 points. D'abord, l'amélioration de la collaboration avec le canton en matière de mobilité, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute de ce que veut le canton et de faire des propositions adéquates. Le deuxième élément, c'est de faire rentrer le maximum de personnes sur les transports publics et d'acquérir aussi un tas de nouveaux clients, si je puis dire ça de manière aussi triviale. Troisièmement, c'est développer la partie expertise. Et on reviendra peut-être un peu plus tard parce que cette expertise-là, au départ, c'était pas si clair sur quoi on allait la mettre, mais quand on a commencé à affiner, on est parti sur les services de mobilité. Et puis le quatrième, c'est des nouveaux leviers de chiffre d'affaires. Ça, c'est une partie un peu plus difficile, évidemment. Mais je pense qu'on a trouvé déjà des bonnes pistes pour le faire, justement en lien avec l'élément numéro 3. Donc une focalisation sur la mobilité et des collaborations renforcées, en particulier par exemple dans le domaine du vélo partage, où grâce à la fondation Modus, on a pu faire avancer la cause de l'abonnement de transport public avec l'abonnement de vélo partage, pour créer une association d'idées entre ces modes complémentaires de transport, parfois pas seulement complémentaires, mais parfois ils se cannibalisent l'un l'autre, on va dire. Mais nous, on veut pousser le côté complémentaire. Pourquoi ? Parce que le vélo partage est terriblement plus intéressant pour nous que d'avoir des gens qui se déplacent avec leur propre vélo dans notre flotte de véhicules. Donc il y a un petit intérêt égoïste sur la question, mais aussi ça nous paraît plus logique qu'on vienne en vélo jusqu'à une station, on prenne le bus ou le tram,
Et puis à la fin de la station, on fait le dernier kilomètre avec un autre vélo. Et on transporte pas des vélos dans des trams ou dans des bus. Mais au niveau tarification, tout le monde devrait s'y retrouver finalement. Encore une fois, c'est cette paix mentale qui est géniale de se dire, j'ai une carte de transport, je peux faire ça ou ça ou ça, en fonction de s'il fait beau, en fonction de s'il y a trop de monde dans les transports. Des fois, dans les heures de pointe, on peut se dire, je vais prendre le vélo plutôt que le tram. Oui, et pour réaliser ces 4 éléments stratégiques, on a développé un concept en 3 parties. La première partie, qui est peut-être pas si évidente que ça, mais c'est ce qu'on appelle la plateformisation de nos services, c'est pouvoir rendre la mobilité facilement accessible. C'est-à-dire que vous voyez par exemple sur notre webshop, maintenant en fonction de si vous êtes une entreprise ou si vous êtes une commune ou si vous êtes un individu, des offres de mobilité différentes. Vous pouvez acheter plusieurs modes de mobilité via notre plateforme. Tout ça dans un esprit de faciliter l'accès à la mobilité d'une manière générale aux clients. Et puis, ça nous permet, et ça c'est on va dire la deuxième étape ou phase, elles ne sont pas temporelles mais elles sont plutôt conceptuelles, c'est de développer des alliances et collaborations pour permettre justement d'enrichir cette plateforme initiale avec des services ou d'autres éléments de mobilité qui permettent véritablement d'élargir en fait le scope, respectivement l'environnement dans lequel nous sommes, pour pouvoir fournir des alternatives de mobilité les plus centrées sur les véritables besoins des clients actuels et futurs. Puis la troisième étape, on l'a appelée écosystème. C'est une étape qui nous permettrait d'agglomérer encore plus d'éléments, mais autour d'un concept si les 2 premiers sont centrés sur ce qu'on appelle mobilité as a service, le troisième est plutôt centré sur ce qu'on appelle en anglais le activity-based mobility, où on intègre aussi quelle est la raison pour laquelle les gens se déplacent, pour pouvoir par exemple dire vous allez à l'opéra, ok, vous achetez un ticket d'opéra là, et vous avez la chaîne de mobilité qui va correspondre à vos besoins en une fois. Et ça, c'est une facilité extraordinaire parce que c'est pour éviter le réflexe, je ne sais pas comment je vais faire, donc je vais prendre ma voiture et puis on verra bien, je trouverai peut-être une place de parc. C'est un peu quand même la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Et là, tout est intégré, donc il n'y a plus d'excuses de ne pas prendre le transport public. Et en plus, c'est génial, vous pouvez encore vous rentrer quand vous voulez, vous n'avez pas de souci de chercher une place de parc, vous ne serez pas en retard, vous serez au bon moment à l'opéra, et quand vous sortez, vous pouvez retourner chez vous, où que ce soit dans Genève. Évidemment, vous êtes un bras droit, si je puis dire, du plan climat cantonal qui veut baisser ses gaz à effet de serre de 60% à 2030. Grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, l'électrification de la flotte et un report modal, vous faites partie intégrante vu que les transports sont quand même la part de lion dans les émissions actuellement, quoi. Oui, le vrai défi là, alors bien sûr c'est un énorme défi, l'électrification de la flotte, c'est évident. Et là il y a un effort colossal du canton pour nous permettre de faire cette transition et c'est extraordinaire. En corollaire, le deuxième défi c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de clients qui utilisent cette infrastructure parce que en fait c'est la vraie compensation va se faire sur la base des nombreux trajets qu'on aura évité de faire en voiture, dans une voiture à moteur thermique. Donc là, il y a des gros efforts, des gros enjeux de communication pour que ça fonctionne à plein, en fait, cette idée de décarbonation. Et donc, le métrique qu'on doit utiliser là-dedans, c'est plutôt combien de personnes on aura transporté en transport public, traction électrique, plutôt que combien de véhicules électriques on a. Donc c'est plutôt une logique de résultat plutôt qu'une logique de moyens. C'est ça. Donc c'est aussi une manière de voir cette question d'offre et de demande. Évidemment, vous pouvez pousser l'offre autant que possible, mais s'il n'y a pas de demande, au final, les résultats ne vont pas être là. C'était un des points que vous avez mentionné, qui est la création de services de mobilité
Je pense au plan de mobilité EvoMove. Typiquement, vous venez avec les entreprises, avec les institutions, les collectivités, les accompagner pour créer ensemble cette demande qui, auparavant, était peut-être pas évidente. En fait, le service est un service qui peut être intégral ou modulaire, d'accord ? Donc, une entreprise qui aurait déjà fait son diagnostic de mobilité, elle peut venir avec son diagnostic et on va l'aider à mettre en place les préconisations, respectivement les priorisations qu'elle voit, et on va pouvoir aussi la conseiller sur quelles sont les priorités à adresser. Si l'entreprise n'a pas fait de diagnostic de mobilité, on peut l'aider à le faire. On a les instruments pour le faire qui sont déjà très très développés. Mais c'est que la première chaîne, en fait, la réalité, c'est que il faut amener ces changements de comportement. Avoir juste un diagnostic, c'est bien, mais si ça finit dans les tiroirs, ça sert à quoi ? Et donc, comme c'est un système informatique qui permet de collecter ces informations, on va pouvoir adresser les besoins de mobilité quasiment de manière individuelle. Imaginez l'équivalent d'un énorme, en anglais on dit Customer Relationship Management, de gestion de la relation client, pour permettre de ne pas faire de la publicité à tout va pour n'importe quoi, mais de vraiment dire, ok, on a compris ta chaîne de mobilité, voilà comment tu pourrais l'améliorer, parce qu'on a compris aussi quels étaient les endroits où ça ne te plaisait pas. Par exemple, quand j'arrive le matin, j'ai pas de place de parc. Bon. Alors, il y a deux possibilités. Mettre des places de parc pour une entreprise, c'est coûteux, ou contribuer à l'acquisition d'un abonnement de transport public, c'est moins coûteux et tout le monde est content parce que c'est un cercle vertueux qui commence à s'installer. Et c'est terriblement efficace, cette démarche. Cette démarche qui va jusqu'au bout, où véritablement l'entreprise peut dire après 1 an, 2 ans, 3 ans, ben voilà ce que ça a permis de réaliser. Et souvent, il y a aussi une notion d'économie, parce que la tentation est de dire, ok, j'ai des collaborateurs, bon, je sais pas très bien où ils habitent, ou je sais, mais bon, voilà. Donc je vais tout mettre à disposition, une plateforme vélo, du covoiturage, des places de parc, changer mon organisation de places de parc, du transport public, etc. Et puis, il y a tous les moyens, mais on ne sait pas quelle est l'efficacité finalement. Et ça, on a vu des exemples très concrets comme ça, et notre intervention a permis aussi de se mettre plus au diapason par rapport aux vrais besoins, et pas d'offrir toute une panoplie de choses qui ne sont pas utilisées à la fin, parce que c'est frustrant. Et du coup, ces entreprises, par après, vont prendre, elles, par la main, leurs employés pour leur dire, voilà, ce qui serait le plus approprié pour vous, ou c'est juste des aides que l'entreprise va donner à ses employés ? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a une forme de promotion qui marche, ça marche bien, vraiment parce que ça facilite la démarche d'acquisition. De l'autre côté, la prescription qui est faite au niveau communication par l'entreprise, elle est prise au sérieux, parce que l'entreprise a souvent des valeurs, et c'est un des moyens de mettre en place ou de vivre les valeurs de développement durable, en l'occurrence souvent dans les entreprises, de le faire vivre aussi, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Et ce vecteur de communication, il joue un rôle fondamental. Là, alors bien sûr, c'est pas coercitif comme démarche, c'est incitatif. Ceci dit, à contrario, ça nous donne aussi des pistes ou des indications sur quelle offre il faudrait mettre à quel endroit pour répondre de manière vraiment efficace aux besoins. Et c'est ça la beauté du système, c'est que on peut dire dans une commune, mettez pas la station de vélo là, parce que les gens sont trop loin. Et le le groupe de gens cibles qui pourraient être intéressés, en fait, ils se trouvent trop loin, parce qu'on le sait, parce qu'on a fait cette enquête. Donc, mettez-le plutôt là, comme ça, l'adoption de cette infrastructure se fera beaucoup plus facilement. Et ça joue un rôle très important. On le connaît très très bien, puisque, en fait, avec nos arrêts, on sait très bien que si vous habitez à moins de 300 mètres d'un arrêt quelconque, votre propension à utiliser le transport public sera beaucoup plus importante que si vous habitez à 500 mètres. Cette limite-là, elle est incroyable.
Et on le voit pratiquement dans toutes les enquêtes qu'on fait, c'est chaque fois des confirmations de ce genre d'éléments. Maintenant, on pourrait se dire, on pourrait faire un peu de marketing pour dire aux gens, déplacez-vous un peu plus, comme ça vous faites du sport. Il y a des choses amusantes encore à faire. Ouais. Ouais. Je vous propose qu'on rentre dans cette deuxième phase de l'entretien qui est comment les TPG s'intègrent dans l'écosystème. Vous avez également mentionné que c'est quelque chose qui est une priorité pour vous dans ce cap 2030. Il y avait par exemple les états généraux de la mobilité. Est-ce que quelque chose comme ça, mais peut-être plus restreint entre vous, entre acteurs et actrices, serait quelque chose d'intéressant que vous faites déjà ? Vous avez parlé des états généraux de la mobilité. Pour nous, c'était extrêmement inspirant d'y participer et de voir ce qui en découlait en termes de plan d'action. Bien sûr, il y a eu le plan d'action des transports collectifs, sur la base duquel nous avons fait notre contrat de prestation, mais il y a d'autres plans d'action sur lesquels nous collaborons pour justement créer cet écosystème dont vous parlez. C'est un écosystème que je qualifierais d'infrastructure. C'est entre les acteurs de mobilité pour pouvoir mieux se connecter en fonction des besoins. Par exemple, vous avez une zone industrielle qui a besoin d'une meilleure mobilité pour être encore plus attractive. Et là, se mettre ensemble pour définir concrètement, bon, on y va avec le covoiturage ou on n'y va pas, et qui c'est qui va le faire, où est-ce qu'on fait des navettes entreprises, collectives, quelles sont les priorités, qui c'est qui finance quoi, quelles incitations on met en place pour les collaborateurs. Ça, c'est des plateformes de discussion, on va dire, très, très, très concrètes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le canton attend des résultats de cette action. Donc, c'est pas juste un cercle de discussion. L'idée, c'est véritablement à la fin d'une période donnée, on doit avoir un résultat. C'est comme ça qu'on le conçoit. Donc, on se sent extrêmement co-responsable de trouver des manières de fonctionner avec les autres acteurs de la mobilité. C'est pas si simple, dans la mesure où il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelle un hype, donc un engouement pour le mobility as a service. Le gros problème de tous ceux qui se sont lancés, y compris nous, dans ce vecteur de développement, c'est justement l'interconnexion entre les acteurs. Et ça montre à quel point ce qui a été fait au niveau de l'Alliance Suisse-Pass et de l'interconnexion de transport public en Suisse était précurseur et terriblement important pour permettre l'émergence d'une confédération ou fédération d'acteurs qui avaient au départ pas nécessairement tous la même idée sur ce qu'il fallait faire. Donc nous intégrons dans cet écosystème de manière dynamique et active que je qualifierais d'infrastructure pour offrir ces éléments de mobilité au bon endroit, au bon moment. D'accord ? Et puis, au-delà de ça, il y a deux autres écosystèmes qui nous paraissent intéressants à explorer en relation avec ce que j'avais dit précédemment sur notre stratégie. C'est l'activité based mobility, c'est-à-dire de connecter le but de la mobilité avec les moyens de la mobilité. Par exemple, si je vais faire du shopping avec ma famille, mes besoins sont totalement différents que quand je suis pendulaire et puis que je vais au travail à 7 heures du matin. Et donc de prendre en compte ces deux univers pour avoir l'offre adéquate nous semble extrêmement importante pour que ça attire de plus en plus le client. On a collaboré par exemple avec Genève Avenue ces dernières années pour explorer ce mode de collaboration entre les magasins dans le centre-ville, parce qu'on transporte des gens vers le centre-ville, et à contrario, de faire en sorte que, à cause de l'attractivité des magasins de Genève Avenue, les gens aient envie d'aller dans le centre-ville faire du shopping au détriment de faire du shopping sur Amazon. Mmh. Donc là, il y a un cercle vertueux qu'on peut installer qui permettra de maintenir la ville ou de rendre la ville encore plus attractive, parce que ce qui fait l'essence d'une ville, c'est ce qu'on peut y faire. C'est pas un musée à ciel ouvert.
Il y a des villes qui sont extrêmement vivantes et Genève en est une. Et ça doit continuer à constituer un facteur d'attractivité, non seulement pour les habitants qui y vivent, voilà, mais aussi pour les touristes. Le tourisme à Genève semble progresser quand même de manière importante, très importante. C'est aussi un facteur de croissance de richesse pour les hôteliers, pour les magasins, pour le Made in Geneva aussi, qui est finalement très connu. En profite aussi avec tous les secteurs horlogers. Acheter sa montre à Genève, c'est quand même mieux que de l'acheter via une plateforme électronique. J'imagine que dans vos écosystèmes, que ça soit via EvoMove, que ça soit via le Mobility as a Service ou maintenant avec les Activity-Based Mobility, vous nouez d'autres types de partenariats pour d'autres raisons. Oui, la complexité réside si on veut vraiment faire quelque chose, la complexité, c'est justement cet amalgame, respectivement ce kaléidoscope de possibilités. Et pour simplifier les choses, pour aller dans le sens que vous évoquez, nous avons mis en place, avec l'aide de Nomads, de la fondation Nomads, de ce qu'on appelle des hubs de mobilité, pour rendre symbolique cette connexion entre un lieu. C'est en fait du mobilité as a service, mais cette fois-ci physique. C'est ça. D'accord. Pour avoir son équivalent, parce que le virtuel, c'est joli, mais s'il n'y a rien de physique derrière, ça va pas marcher, ça marche pas tout seul. Et donc là, c'est de plutôt démarrer de la partie physique pour rendre les choses vraiment visibles pour le client. Et puis autour de ces pôles de mobilité, on vient agglomérer un vélo libre-service. On l'a fait aussi avec le Léman Express et nos propres arrêts. Donc ça permet de mettre en place un pôle d'échange où le client se dit je vais pouvoir utiliser telle combinaison de transport par rapport à ce dont j'ai besoin. Ce qu'on a appris dans le passé, c'est que les clients ont souvent une chaîne de mobilité qui est construite a priori. C'est-à-dire qu'ils ne se décident pas au moment. Il y a à peu près 5-6% des gens qui se décident au moment quel type de mobilité ils vont utiliser. Près de 95% en fait ont déjà décidé, et souvent depuis longtemps, à moins d'un nouvel événement, quelle chaîne de mobilité ils vont mettre en place. Donc c'est pour ça que ça nous conforte dans notre vision de mettre ces pôles de mobilité, mais au-delà de ces pôles de mobilité, on va pouvoir jouer le rôle, et c'est un des projets qu'on mène, d'inclusivité, mais cette inclusivité n'est pas seulement de type genré ou respectivement par rapport à des handicaps, ou voilà. C'est aussi de voir si on arrive autour de cette notion d'inclusivité à justement trouver des synergies avec les commerces locaux pour que tout le monde participe dans un environnement relativement restreint à une vie souhaitable où on trouve les services, l'agrément, le confort. On se rapproche un peu de cette idée de la ville à 15 minutes. Ouais. Quelque part. Mmh. Alors certes, c'est très virtuel encore, on n'a pas mis des barrières autour et tout ça, mais je trouve que là, on accomplit symboliquement une première étape sur laquelle on va pouvoir petit à petit mettre des services en place physiques et virtuels pour que ça soit de plus en plus pratique, respectivement confortable, et que ça procure du bonheur aux habitants qui sont desservis par ce genre d'infrastructures. Et on voit par exemple à Berlin la dimension que ça a pris. C'est plus juste un élément, on va dire, d'infrastructure basique. C'est un élément de la vie d'un quartier. C'est comme ça que c'est en train d'évoluer actuellement, où véritablement il y a une promotion locale de ces possibilités. Et on incite aussi les gens qui habitent autour d'un de ces pôles de mobilité. C'est très centré sur le vélo actuellement à Berlin, mais c'est des pôles de mobilité assez importants, de participer, c'est-à-dire de faire attention, de mettre le vélo à sa place, éliminer une série des incivilités, de faire en sorte que les gens s'approprient pour eux-mêmes cette infrastructure, et donc de créer une émotion par rapport à ça. Et ça, je trouve assez extraordinaire. Ça pourrait être vraiment
un développement futur extrêmement intéressant où la mobilité en elle-même est aussi un facteur de plaisir et d'émotion. Je voudrais qu'on parle d'un dernier point qui est celui de l'inspiration. On a parlé de beaucoup de villes, on a parlé de Berlin tout à l'heure, de Vienne, de Zurich, de Bruxelles. Je pensais aussi à Madrid avec leurs fameux lignes circulaires, par exemple. Dans un contexte spécifique d'étoiles, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut rattacher certains points de manière circulaire? Qu'est-ce qui vous inspire quand vous allez, que ce soit, je ne sais pas, à Vienne, à Berlin ou autre? Qu'est-ce que vous essayez de regarder? Comment vous dites, ah bah tiens, ça fonctionne et ça, j'aimerais bien importer, disons? Malheureusement, dans nos activités, on peut trop peu aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Ça, je dois dire que c'est un de mes grands regrets. D'un autre côté, il faut dire que beaucoup de choses que nous faisons ici à Genève, en collaboration avec le canton, sont déjà très innovantes. Donc on a quand même aussi beaucoup de représentants d'autres villes qui viennent voir comment ça marche à Genève. Alors on ne fait pas une promotion terrible de ce qu'on fait, on est suisse, discret, voilà. Mais en réalité, on peut vraiment se mesurer de manière assez pertinente avec beaucoup de réalisations qui sont faites. Donc ça pourrait paraître un petit peu prétentieux, mais on est quand même dans le haut du panier en termes de gestion de la mobilité au niveau cantonal, pas les TPG. Les TPG font du transport public, mais notre contribution est importante, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en début d'entretien. Mais on essaie de se dépasser et véritablement d'innover dans notre manière de fonctionner. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que il y a un champ des possibles qui est absolument extraordinaire. Maintenant, on n'a pas le temps de tout faire. Il faut mettre des priorités, ce genre de contingences, effectivement. Ce qui nous inspire beaucoup, c'est aussi des exemples en dehors du transport public. Vous savez, la gestion de la demande, c'est pas quelque chose d'inné dans le transport public. Ça l'est dans d'autres branches. Donc on s'inspire de ce que font aussi d'autres entreprises pour créer quelque chose pas de différent, mais de plus approprié par rapport aux besoins des clients. Puis il y a des choses qui par exemple nous inspirent énormément. Chaque année il y a Watch and Wonder. Pour nous c'est hyper inspirant de voir cette exposition se mettre en place, de participer aussi activement, parce que nous faisons une partie importante des transports, mais on nous demande d'aller toujours plus loin. Et ça nous donne justement cette vision d'écosystème où finalement on se dit, finalement on apporte des gens de Palexpo jusqu'au centre-ville qui vont passer devant les grands magasins de Genève en tram. Il y aura des tapis rouges à certains endroits. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se met en place. Et ça, c'est dans ces collaborations qui sont en dehors de la mobilité ou en dehors du transport public et qui nous donnent une autre dimension. Imaginez quelqu'un qui va acheter une montre à 250 000 francs et qui va prendre en fait le tram pour aller la voir. C'est extraordinaire, non? Ouais. Là, je dois dire que ce sont des leçons qui montrent à quel point on peut essayer, grâce à ces collaborations avec d'autres partenaires, transcender en fait la fonction qui est de transporter des gens de A à B, mais de rentrer dans le côté émotionnel où on est une partie de cet environnement extrêmement favorable de Genève auquel on contribue, mais auquel aussi on essaye de répondre par nos activités au quotidien. Est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être un chaînon manquant dans tout ça, quelque chose que vous avez vu autre part et vous vous êtes dit « Ah bah tiens, si on rajoutait cette pièce dans le puzzle, ça faciliterait d'une certaine manière ce que je vois ». Vous avez parlé des inspirations dans d'autres secteurs et je trouve ça super intéressant. Est-ce que vous avez vu par exemple un acteur ou une initiative qui permet de faire un peu une colle qui rapproche des activités et que vous vous dites « Ah bah tiens, ça me manque à Genève, il faudrait qu'on mette ça en place ». Ce qui est inspirant pour nous et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est
comment on va s'approprier l'intelligence artificielle pour améliorer l'information en temps réel pour le client. C'est-à-dire qu'il puisse à tout moment changer de chaîne de mobilité en fonction de besoins, événements, parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements, souhaités ou non. Et donc, lui faciliter encore la prise de décision, mais d'emblée, dès son réveil, par exemple, on peut lui annoncer qu'il va y avoir, il y a un bouchon qui est en train de se former à tel endroit, c'est peut-être mieux de prendre un transport public. Donc, c'est plutôt dans cette vision-là qu'on voit le gros chaînon manquant, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. C'est ce genre de technologie va être utilisée de plus en plus et de plus en plus facilement. Et donc, nous devons rapidement aussi intégrer ça, respectivement se développer sur cette base-là. Je suis sûr que dans quelques années, les sites internet que nous avons aujourd'hui seront totalement obsolètes par rapport aux possibilités de s'adresser, de parler à sa voiture, de parler à son téléphone, de parler à son avatar, de faire en sorte que les avatars communiquent entre eux, négocient entre eux. Donc je pense que là, il y a un énorme enjeu pour nous de développement, mais d'acquérir et d'intégrer au quotidien ces technologies pour les mettre à disposition des futurs clients de l'entreprise, respectivement de la mobilité de Genève. Mais il y a autour de ça tellement de possibilités pour réaliser notre stratégie en réalité, qui sont absolument extraordinaires. Et là, je crois qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts là derrière. La donnée, on l'a, ou on peut l'acquérir. Maintenant, il faut fluidifier les interactions et les rendre pertinentes pour les clients. Ça sera pas facile, ça paraît simple. Non, c'est pas facile. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en train de faire l'effort au niveau, par exemple, de notre service client, où on se prépare à l'adoption de ce genre de technologie pour pouvoir aider un maximum de clients et interagir avec eux pour que ça soit le plus facile pour eux. Et on le voit à quel point c'est une énorme différence entre consulter un site internet ou respectivement avoir un chatbot conversationnel. La prise en compte même de l'émotion client est tellement plus facile. Et ça vous donne, même si vous savez que c'est un chatbot, vous êtes mieux compris. Et là, je pense que ça, c'est le gros enjeu dans le futur immédiat. Un grand merci Marc Defalck. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous propose de partager ceci avec vos collègues et puis de nous faire revenir vos expériences et puis d'autres inspirations que vous pouvez avoir. Merci et à bientôt.